On va parler de la désinformation climatique parce que les fake news sur le climat prolifèrent sur les réseaux sociaux. Alors ça date pas d'hier, mais vraiment d'avant-hier. J'ai envie de dire, ça fait des années que ça dure et on en parle notamment avec notre invitée Luna Vermeer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie de l'association Quota Climat. Vous êtes donc quand même experte sur ce sujet de la désinformation climatique. On va en parler, on observe ça de très près, alors notamment parce qu'il y a la COP30 en ce moment au Brésil. Le président brésilien Lula a d'ailleurs fustigé tous ces mensonges. Il parle de force extrémiste qui favorise selon lui la dégradation de l'environnement. Le président français a aussi alerté sur ce sujet. Écoutez-le. À l'heure où les prophètes de désordre sèment le doute quant à l'urgence climatique et remettent en question les certitudes les mieux étayées, nous devons protéger la science et fonder nos politiques sur ces constats. La désinformation climatique fait aujourd'hui peser une menace sur nos démocraties, sur l'agenda de Paris et donc sur notre sécurité collective. Explique déjà, si on veut expliquer à ceux qui nous regardent, pourquoi il y a autant de fake news sur le climat. C'est un paradoxe, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit que les conséquences du changement climatique sont de plus en plus fortes et tangibles et pourtant, on désinforme de plus en plus sur le climat. En fait, peut-être pour comprendre pourquoi elle circule plus, il faut comprendre pourquoi elle existe. En fait, la désinformation climatique, elle vise à déconscientiser les citoyens, et les politiciens, les politiciennes et les entreprises de l'urgence du problème, mais aussi de l'urgence d'agir et de sortir du coup de ce modèle basé sur l'énergie fossile. Pourquoi elle circule plus aujourd'hui ? Quand on regarde la COP notamment, c'est intéressant de voir que la COP 21, par exemple en 2015, elle a mis autour de la table tous les pays du monde pour dire ok, le changement climatique existe, on va faire une feuille de route pour agir. Donc ça a été un gros moment d'échec pour le lobbying climato-sceptique et le lobbying fossile. Donc aujourd'hui, on a une résurgence de ces acteurs-là avec des nouveaux acteurs dont on va parler, notamment les acteurs de l'économie digitale, avec l'IA notamment, et qui se réveillent pour faire passer des nouveaux narratifs. On va voir, ils ont un peu changé. C'est plus le changement climatique n'existe pas, mais c'est aujourd'hui les solutions sont inefficaces ou alors freinent le progrès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se réveillent et qu'on voit une explosion de la désinformation climatique sur les réseaux sociaux, notamment dans les modèles d'IA aussi, et aujourd'hui qui arrivent de plus en plus à se frayer un chemin dans les médias traditionnels. Oui, c'est vrai, on va en reparler. On a bien compris qu'il y a un enjeu forcément économique, un enjeu aussi financier, un enjeu politique. C'est vrai que Tristan, c'est terrible quand on voit notamment Donald Trump qui affirme que le réchauffement climatique, c'est le plus grand canular de notre siècle. Ça, forcément, ça met un doute. C'est probablement l'un des principaux facteurs délétères sur cette question qui est majeure aujourd'hui, c'est d'avoir l'homme le plus puissant de la planète et la première puissance de la planète, se désengager des accords de Paris évidemment, et de mettre par exemple au gouvernement aujourd'hui des climato-sceptiques, de réduire les financements d'agences de recherche, de supprimer d'ailleurs les fonds d'agences environnementales, bref, de se désengager d'ailleurs d'institutions internationales. Mais il faut dire aussi que donc Trump, c'est pas nouveau. Avant même d'être élu, moi je me rappelle en 2011-2012, il tweetait déjà un récit d'ailleurs complotiste expliquant que c'est la Chine qui serait derrière cette arnaque climatique pour, disons, affaiblir l'industrie américaine. Bien cette petite musique qu'il avait déjà exprimée en 2011-2012, bien c'est quelque chose qui reprend un peu de force aujourd'hui, notamment lorsqu'il est capté par des acteurs politiques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui semble dire qu'évidemment cette lutte contre le climat est en fait délétère pour la société et pour l'économie et les entreprises. Alors il y a un groupe de réflexion qui s'est penché sur le sujet justement en amont de la COP30, c'est le Centre d'analyse de la désinformation algorithmique. Ce groupe, il pointe du doigt en effet les progrès qui sont réalisés par l'IA et la manière dont elle est utilisée en ligne pour répandre ces fausses informations. Au Brésil, on a vu là des vidéos qui ont été générées, des vidéos totalement fictive qui montrait notamment une prétendue inondation dans la ville de Belém. Donc c'est là même où se déroule la COP30. C'est massivement relayé. Ça vise à encourager forcément là aussi une défiance vis-à-vis des autorités locales. On voit la première dame aussi qui a été impliquée soi-disant dans un faux festival ou de la corruption. L'idée aussi avant tout de ces vidéos, c'est de discréditer les autorités qui s'emparent, elles, du sujet. Totalement. Il y a deux manières d'agir quand on veut retarder la transition climatique. C'est soit de dire que le problème n'existe pas,
Soit de dire, d'ailleurs on peut dire ça, donc soit le problème n'existe pas, soit les solutions ne sont pas efficaces, soit ceux qui portent ce message sont hypocrites ou peu crédibles. Et aujourd'hui, c'est aussi un nouveau narratif, une nouvelle petite musique qui monte, c'est que soit ces leaders-là engagés sur le climat ne seraient pas sincères, ou alors, par exemple, quand on parle des défenseurs du climat, ça peut être la société civile, les associations ou les scientifiques, sont de plus en plus attaqués et décrédibilisés pour faire en sorte d'invalider le messager pour invalider le message. Et en utilisant donc là l'intelligence artificielle, c'est pointé du doigt par ce rapport. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui pour quelqu'un de lambda, pour ceux qui nous regardent, de voir des fois la différence, de se dire ça fait de tels progrès qu'on a l'impression que toutes ces vidéos, elles sont vraies. Alors nous, c'est vrai que dans cette émission, on essaye justement de donner des clés avec la boîte à outils, notamment avec Jordan, mais pour essayer de voir, de se dire attention, là on peut douter parce qu'il y a des indices qui nous disent que cette vidéo potentiellement peut être générée par l'intelligence artificielle. Mais j'ai envie de dire, ça va crescendo en la matière et ça va être difficile pour les gens de savoir ce qu'ils regardent en fait, si c'est vrai ou si c'est faux, notamment sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est une nouvelle couche dans la crise de vérité qu'on vit. Et aujourd'hui, ce qui est particulièrement problématique avec l'IA, c'est premièrement le fait qu'on a une utilisation massive maintenant. Donc, en gros, l'IA générative, donc par exemple des outils comme ChatGPT, tout le monde peut les utiliser. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'avec les évolutions technologiques, les méthodes de désinformation peuvent être de plus en plus sophistiquées et donc de plus en plus crédibles. Et comme vous disiez, distinguer le vrai du faux aujourd'hui devient réellement difficile, et même pour les experts qui se penchent sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment se dire on n'est pas impuissant, on a encore une fenêtre d'opportunité pour agir, mais l'idée, c'est vraiment de responsabiliser ces acteurs qui se permettent d'amplifier ces contenus notamment, et de savoir, en tout cas de donner la possibilité aux citoyens, aux entreprises, aux politiciens de encore distinguer le vrai et le faux. Oui, et c'est là où les plateformes sont pointées du doigt, comme la plateforme X, on le rappelle, qui appartient à Elon Musk. En fait, il faudrait un contrôle de ce qu'ils diffusent, mais on sait très bien que ça n'arrivera pas malheureusement, mais on ne peut pas leur tordre le bras. Ça, c'est ce qui est en cours, ou c'est peut-être une des solutions, en tout cas, parce que l'idée, c'est de se dire, oui, quelle solution ? C'est compliqué parce qu'évidemment, il y a un consensus scientifique sur la question du climat. Mais évidemment, ceux qui sont dans la dissension de ce positionnement, il y a des scientifiques qui ont des points de vue qui ne sont pas orthodoxes sur la question du climat. Eh bien, ce sont eux qui, en général, arrivent à tirer leur épingle du jeu de la viralité sur les plateformes sociales. Parce que justement, ils disent quelque chose qui peuvent peut-être nous rassurer, ou ils disent des choses qui peuvent être surprenantes. Et donc, ils vont avoir un sorte de bonus de visibilité sur les plateformes sociales. On le voit aussi d'ailleurs avec la littérature. Il y a des bouquins qui sont en vente aujourd'hui d'individus qui ne représentent pas le consensus scientifique sur cette question et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu dans les ventes avec des bouquins qui sont climato-sceptiques ou qui sont climato pour certains complotistes pour les plus radicaux. Ce qu'il faudrait, c'est quoi dire finalement à ceux qui nous regardent, il ne faut pas aller s'informer, notamment sur X. C'est-à-dire toujours remettre en question ce qu'on voit, en tout cas sur les plateformes, quand on parle là vraiment des réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux, il faut se méfier de ce qu'on voit. En fait, notamment sur la désinformation climatique, on a peu de données aujourd'hui, mais ce qu'on sait, c'est que premièrement, vous l'avez dit, le contenu fallacieux est extrêmement viral. Ouais. Donc en gros, les fake news circulent, je pense, peuvent aller circuler jusqu'à 8 fois plus vite sur certaines plateformes que la vérité. On dit toujours que la vérité prend l'escalier quand la désinformation prend l'ascenseur. La deuxième chose qu'il faut savoir sur la désinformation climatique, c'est qu'en gros, on a une minorité bruyante. Vous l'avez dit, il y a une étude qui est sortie en 2021 qui montrait que 69% de la désinformation climatique venait de 10 comptes super pollueurs. Ça, c'est une chose à savoir aussi. La dernière chose, c'est les travaux de David Chavarlares qui l'ont montré aussi, c'est que ça fonctionne en communauté. Et en fait, aujourd'hui, on a une communauté, notamment conspirationniste, qui était très puissante sur les questions des vaccins, et aujourd'hui qui a muté de manière opportuniste vers les questions climatiques. Donc tout ça en un, ça fait qu'aujourd'hui, la communauté climato-sceptique a une sorte de porte-voix sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, qu'elle devient de plus en plus représentée aussi dans les médias traditionnels. Et l'idée, toujours avec
ces stratégies de campagne de désinformation, c'est de faire croire à un backlash, de faire croire à l'illusion d'un consensus majoritaire qui rejetterait massivement les politiques et le progrès environnemental. C'est vrai qu'il y a une convergence un peu de tous ces conspirationnistes. On en parlait d'ailleurs sur d'autres rumeurs, sur d'autres fake news. C'était le cas la semaine dernière quand on s'est intéressé à l'itinéraire de la fake news sur Brigitte Macron, où on se rendait compte que finalement il y avait un terreau, des anti-vax, des anti-climat qui en fait se réunissent. Alors le rapport, il observe aussi une autre convergence, ce rapport de ce think tank, c'est qu'il y a donc une convergence entre les représentants des industries fossiles, mais aussi des mouvements anti-LGBT, anti-féministes, certains d'extrême droite. C'est vraiment, voilà, il y a une espèce de regroupement, avec souvent quand même derrière des intérêts économiques et des intérêts financiers, voire des intérêts politiques. Il y a une convergence, en fait. Ben oui, il y a une convergence d'intérêts économiques et surtout une politisation qui est terrible, d'une question qui ne relève pas, j'allais dire, qui est une question évidemment politique, mais qui ne devrait pas être politisée, sur laquelle on devrait se positionner avec ce que l'on sait, ce que le consensus scientifique arrive à établir sur la crise actuelle climatique. Donc on est là sur un moment qui est plutôt assez inquiétant, mais pour moi qui est vraiment le symptôme d'une politisation extrême et d'une captation par une partie politique qui gravite plutôt à droite, voire à l'extrême droite, et qui cherche à, défaire, détricoter la confiance qu'on peut avoir sur le travail qui a été fait depuis des dizaines d'années maintenant sur le réchauffement climatique, pour des enjeux qui peut-être sont effectivement derrière économiques pour certains. Alors on va essayer de reprendre des chiffres, justement des chiffres assez concrets qui viennent justement de ce centre d'analyse de la désinformation algorithmique. Vous le voyez, ils ont noté quand même une recrudescence de 267%, c'est énorme, de la désinformation. Rien qu'entre juillet et septembre, sur les sujets qui sont liés au sommet de l'ONU et sur le climat, on voit qu'il y a plusieurs stratagèmes qui sont mis en évidence, et notamment sur la remise en cause permanente du consensus scientifique, alors que 97% des climatologues, ce qui est quand même énorme, s'accordent sur l'origine humaine du changement climatique. Ça, c'est un état de fait, et souvent, voilà, c'est présenté comme faisant l'objet d'un débat. Il faut essayer sans arrêt de revenir sur une espèce d'éducation aux citoyens et de leur redonner ces chiffres en disant derrière, voilà, ce sont quand même des scientifiques, ce sont des chiffres crédibles. Il faut insister aussi sur ce genre d'informations-là. Oui, bien sûr. La distinction entre faits et opinion, elle est extrêmement importante, notamment quand on parle du consensus scientifique. Donc, juste pour peut-être revenir aux faits, parce que la désinformation climatique, parfois, ça a l'air d'un tout, mais en fait, c'est des choses extrêmement précises. C'est vraiment remettre en cause le fait que le changement climatique existe, le fait que le changement climatique est en lien avec les activités humaines, le fait que ces impacts seront très graves et que des solutions existent déjà. Tout ça, comme vous l'avez dit, c'est établi par un consensus scientifique. 97% de la communauté mondiale s'accorde sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, 3% des climato-sceptiques ont une place, aujourd'hui, une grande voix qui porte beaucoup trop, et en fait auquel on accorde un grand crédit, alors que c'est un effet de miroir déformant que les réseaux sociaux permettent également. Donc voilà. Il faut sans cesse en tout cas faire de l'éducation et rappeler ces chiffres. En fait, totalement transparent, parce que c'est vrai que c'est aussi à nous, médias, de faire le job, j'ai envie de dire, de ne pas céder à certaines pressions ou à véhiculer certaines informations. On a aussi notre part de responsabilité. Alors parfois, évidemment, on peut se tromper et surtout rectifier le tir. L'idée, nous, c'est justement de cette émission d'aborder ce genre de thématique-là. Avec les associations Data for Good et Science Feedback, Quota Climat, vous avez justement publié un rapport où vous révélez que 128 cas de désinformation climatique ont été recensés en 3 mois dans les médias traditionnels français, rien qu'entre janvier et mars 2025. Donc c'est là aussi où il faut que les médias traditionnels s'emparent du sujet et fassent aussi extrêmement attention, même si aujourd'hui, en effet, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des informations qui viennent de partout, mais il faut vérifier. On se rend compte quand même que les médias ont de plus en plus de cellules comme chez nous, la cellule des vérificateurs, avec des journalistes vraiment qui travaillent avec de la data, qui travaillent avec des institutions, des centres de vigilance. Tout ça, c'est quand même très important. Et de permettre à ceux qui nous regardent, aux téléspectateurs, de comprendre ce qu'il y a derrière ces campagnes de désinformation. Ça, c'est aussi évidemment le rôle des médias aujourd'hui de le faire. Exactement. C'est finalement la conclusion de ce rapport. Ce rapport, il dit que les médias traditionnels sont les garants
d'une information fiable. Et aujourd'hui, heureusement, grâce aux émissions comme la vôtre, on peut avoir plus d'informations sur ce à quoi ces stratégies de désinformation servent et comment on est manipulé in fine. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit ici, c'est qu'en fonction de leurs choix éditoriaux, certains médias laissent passer des cas de désinformation sur leurs antennes. Donc il faut bien comprendre qu'un cas de désinformation sur une antenne dans un débat public, c'est quand il n'y a pas de contradiction ou de remise en contexte journalistique. C'est juste important de le rappeler. Et par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce rapport, et en fait c'est là où on se rend compte que la donnée va permettre d'être une boussole dans ce qui est de la lutte contre la désinformation, histoire de savoir comment réagir, pas sous-réagir, pas surréagir, ce qui abîmerait la démocratie dans les deux cas, c'est que les narratifs de désinformation se recyclent. En gros, c'est les mêmes messages qui reviennent tout le temps sur les mêmes sujets. On se rend compte que 70% des narratifs, donc des fake news, concernent l'énergie, notamment les énergies renouvelables. On a fait, je vous le montre ici parce que je pense que ce sera beaucoup plus visuel pour les gens qui nous regardent. Ici, on a pu quantifier de manière très précise les fake news qui circulaient le plus. La première étant les énergies renouvelables variables font exploser le prix de l'électricité. Et oui, donc forcément, en fait, ça concerne. Exactement, et en sachant ça concerne le quotidien. Exactement, et les journalistes sauront davantage se préparer et anticiper et contredire a priori. Voilà, même si on connaît aussi la difficulté dans les sphères complotistes d'écouter les médias mainstream, comme on dit, les médias principaux, parce que parfois c'est comme quand c'est estampillé État, ça fait encore plus douter, mais on continue le travail et on continue de le faire ici dans les vérificateurs parce que c'est important. On dit toujours que c'est sur demain, mais non, c'est aujourd'hui que ça se passe. Merci encore d'avoir participé à cette émission.